Du coup, aujourd'hui, on va parler des transformations chimiques. Vous en avez déjà beaucoup entendu parler en troisième au collège de manière générale. On va faire quelques rappels et après on passera aux nouveautés. Là, il y a deux images qu'on voit peut-être pas bien ici, mais on a un truc carouillé, du fer carouillé et une flamme. Ça, c'est parce que c'est deux exemples de transformations chimiques, parce qu'en fait, on en voit partout dans la vie de tous les jours des transformations chimiques. Les frites que vous avez mangées à la cantine, elles sont en train de faire une transformation chimique dans votre estomac. Quand vous faites du sport, il se passe des transformations chimiques dans vos muscles. Quand on fait brûler, une bougie ou du bois, il y a une transformation chimique. Donc il y en a partout des transformations chimiques. On va essayer de voir au niveau, microscopique des atomes, des molécules, qu'est-ce qui se passe exactement. Hop. Déjà dans une transformation chimique, on a un système, donc des molécules, des matières qui sont là au départ. Ce qu'on a au départ, c'est l'état initial. Ces, ces molécules, on les appelle des réactifs. Ils vont réagir entre eux. Les atomes vont se détacher les uns des autres, ils vont s'assembler d'une nouvelle manière pour former de nouvelles molécules qui n'étaient pas là au départ. Ça, on les appelle des produits. Je prends un exemple, si je prends de l'eau et du sucre que je fais chauffer, j'obtiens du caramel. L'eau et le sucre, c'est mes réactifs. Le caramel, c'est mon produit. On peut retrouver des espèces qu'on appelle spectatrices. Vous l'avez déjà vu au collège, ça, normalement aussi. C'est des espèces qui sont là au début, qui sont là à la fin, qui ne participent pas à la transformation chimique. Comme certains élèves, ils sont là en classe, ils observent, mais ils participent pas trop. Là, c'est pareil. Hop. Et du coup, on a un formalisme, on va pouvoir écrire ce qu'on appelle une équation de réaction, puisque le scientifique, il est un petit peu flemmard. Donc, chaque fois écrire, je prends du sucre et de l'eau, je fais chauffer pour obtenir du caramel, il va écrire plutôt quelque chose sous la forme comme ça, où on a le un réactif, plus un autre réactif, une flèche, et à droite de la flèche, on a le ou les produits qui sont formés. Un exemple de physique-chimie, si on fait un barbecue, par exemple, on va faire brûler du carbone, il va brûler avec le dioxygène, si on met deux réactifs, ça va former du dioxyde de carbone, c'est le produit. Et on voit qu'avant la transformation, on a un atome de carbone, deux d'oxygène, et à la fin de la transformation, on a encore un atome de carbone et deux d'oxygène. Juste, ils se sont assemblés différemment. Mais le nombre d'atomes est resté le même. C'est ce qu'on appelle la conservation des éléments dans une transformation chimique. Un autre exemple un petit peu plus difficile, si on fait brûler cette fois-ci pas du carbone mais du méthane, c'est un gaz, ça forme du CH4. Alors, dans du dioxygène, on va former du dioxyde de carbone et de l'eau. Pareil, si je compte mes atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène à gauche, alors exactement le même nombre à gauche et à droite. J'ai pas perdu d'atomes, j'en ai pas gagné, ils sont juste réassemblés autrement. Et là, ici, pour traduire cette conservation des atomes, j'ai dû mettre des coefficients devant. Là, quand on l'écrit pas, c'est un, mais là, c'est deux molécules de dioxygène qu'il me faut pour brûler avec une de méthane. Et on va former une molécule de dioxyde de carbone et deux d'eau. Ces chiffres devant là qui indiquent la quantité de molécules qu'on a, ou d'atomes, ou d'ions, peu importe la quantité, ce qu'on appelle des coefficients stoichiométriques. C'est un grand mot, mais c'est juste pour indiquer la quantité de nos molécules ou de nos atomes. Et pour la suite, on va faire une petite analogie. Là, on a fait les rappels. Normalement, il n'y avait rien de nouveau dans cette partie-là. Là, on passe aux nouveautés. Je suis sûre que vous avez encore un petit peu faim. On va préparer des sandwichs. Pour préparer un sandwich, il nous faut deux tranches de pain, une tranche de jambon. Et avec ça, je mets tout, je coupe en deux, je fais des sandwichs diagonales, vous savez. Du coup, j'obtiens deux sandwichs. Le physicien, lui, va plutôt le marquer 2P pour pain, plus un J pour jambon, flèche, 2 sandwich diagonales. Ok. On a des chiffres là. C'est ce qu'on a appelé les coefficients stoichiométriques de tout à l'heure. Je sais pas si j'ai pris, non. Et donc, on est à fabriquer nos sandwichs. Les chiffres, ça nous indique les proportions qu'il nous faut. OK? Dans mes placards, je peux avoir pile les bonnes quantités pour faire à chaque fois, en prenant 2 tranches de pain et un jambon, faire X sandwich. Si j'ai 10 tranches de pain et 5 de jambon dans mes placards, je vais former j'ai dit quoi? 5 tranches de pain, oui. Je vais former du coup 5 sandwichs. 10 sandwichs et il me restera plus ni de jambon, ni de pain à la fin. Quand on est comme ça, qu'on a pile les bonnes proportions de tous mes réactifs, on parle des conditions stoichiométriques. On dit qu'on a introduit les réactifs en proportion stoichiométrique. On a pile la bonne quantité. Par exemple, maintenant, j'ai 30 tranches de pain et j'ai 2 tranches de jambon. Je vais faire mes sandwichs, le jambon va disparaître,
je peux avoir autant de pain en plus, tant que quand j'ai plus de jambon, je peux plus fabriquer de sandwich et du coup, la transformation chimique, ici de sandwich, va s'arrêter. Le truc qui reste, ici c'était le pain, on appelle ça le réactif en excès et celui qui a disparu en premier, on appelle ça le réactif limitant. Donc là, ça va dépendre pas de l'équation de réaction, pas de la transformation chimique, ça va dépendre de qu'est-ce qu'on a dans nos placards, qu'est-ce qu'on a mis dans notre bécher en fait avant de faire la transformation. De manière plus scientifique, on vous demandera souvent de trouver le réactif limitant, lequel va disparaître en premier. Et pour une équation de réaction, dans le cas général ici où on a AA plus BB donne CC et DD, si la quantité de matière, le petit n, ça doit vous rappeler des souvenirs du chapitre 3, c'est la quantité de matière en mol. Si la quantité de matière au départ, pour ça qu'il y a un petit i, du réactif A divisé par son coefficient stoichiométrique est plus petit que le même rapport pour B, alors c'est A le réactif limitant. Donc on va, dans l'exercice on le fera, on va calculer ça. Calculer ça, la plus petite valeur qu'on trouve, c'est lui qui va disparaître en premier, ça sera le réactif limitant. Ça sera le jambon qui a disparu. Deuxième cas, cette fois-ci, j'ai pas de réactif limitant. En tout cas, ils vont disparaître tous les deux en même temps. Il va manquer des deux ingrédients au même moment. C'est ce qu'on parle de proportion stoichiométrique. Et dans ce cas-là, on a ces rapports-là qui sont égaux. Ils disparaissent tous les deux en même temps. Hop. Vous devez aussi savoir qu'il y a deux types de transformations chimiques en termes de dégagement de chaleur. Il y en a qui vont dégager de la chaleur, par exemple une flamme, ça va fournir de la chaleur au milieu extérieur. Et il y en a d'autres au contraire qui vont absorber de la chaleur. Donc il y a les deux mots, endothermique, ça absorbe la chaleur, exothermique, ça libère de la chaleur. Et il y a une dernière, oui, je crois que c'est la dernière. Oui, il y a une dernière nouveauté, on va parler de synthèse chimique. Euh, et on va prendre l'exemple du paracétamol, c'est pour ça qu'il y a une petite boîte de médicaments qui apparaît. Paracétamol, il y a deux manières de le fabriquer. Soit on peut extraire les molécules. Dans le paracétamol, dans l'aspirine, il y a de l'acide acétylsalicylique. C'est un grand mot que vous n'avez pas à connaître, mais du coup, cette molécule d'acide acétylsalicylique, on peut la fabriquer de deux sortes. Soit, et c'est ce on a fait pendant longtemps, on peut l'extraire de la nature. Et c'est dans les écorces de sol qu'on la trouve. Donc on arrive par un procédé chimique à extraire la molécule qui va nous servir à fabriquer le médicament derrière. Mais faire pousser un sol, c'est long, ça prend plusieurs années. Il en faut, pour, subvenir à la consommation mondiale à l'heure actuelle de paracétamol, une quantité assez impressionnante. C'est pas une solution, très pérenne pour nous. Du coup, il y a une autre manière de faire, c'est ce qu'on appelle une synthèse. Vous le verrez, le terme de synthèse chimique ou de synthèse organique, c'est la même chose. Qui va nous permettre de faire une transformation chimique pour fabriquer la même molécule qui, à la base, était dans l'écorce de sol. Donc une synthèse chimique, ça va nous permettre de, produire des molécules et c'est exactement les mêmes à la fin, là, d'acétyl, salicylique et de fabriquer le médicament. Ça permet aussi autre chose, c'est de créer des molécules qui n'existent pas au départ dans la nature. Par exemple, le nylon, la matière, des collants là, c'est synthétisé de manière, artificielle en laboratoire. On fait une transformation chimique pour fabriquer le nylon, mais c'est pas une molécule qui existe dans la nature. Donc la synthèse, ça nous permet de soit pas on peut passer par l'extraction et quand c'est pas possible de passer par l'extraction, de passer par une transformation chimique pour créer ces nouvelles molécules. Soit parce que, bah, elles existent en trop petite quantité par extraction, soit parce qu'elles n'existaient pas du tout au départ. Pour ça, on utilise ce qu'on appelle le montage à reflux. Vous avez le schéma ici, vous l'avez en vrai ici, où on va avoir un chauffe-ballon. Ça va nous servir à oups là, ça va nous servir à chauffer parce que souvent le fait de chauffer, ça va faire que la transformation chimique, elle va se faire plus vite. Et quand on est un industriel qui fabrique quelque chose à vendre, c'est plus rentable du coup. En dessous, on a un ballon qui, du coup, se pose dans le chauffe-ballon et au-dessus, on a, hop, cette espèce de colonne en verre ici qu'on va pouvoir venir mettre par-dessus. Et là, on a 2 petites, sorties pour entrer. En fait, on va venir mettre des tuyaux ici et donc un des tuyaux va être relié à un évier dont on va, faire couler de l'eau. Et là, vous voyez dans mon récipient là, il y a une double paroi en fait. Il y a les espèces de boules là et entre, il y a une paroi et du coup, l'eau va pouvoir circuler dans cette paroi là. Qu'est-ce qui va se passer là?
j'ai mis mes réactifs, les riz, la transformation chimique se fait, des vapeurs, puisque ça chauffe, les vapeurs de mes produits vont monter ici. Là, j'ai de l'eau qui passe et qui circule, du coup. Donc l'eau, elle est toujours froide, celle qui circule. Hem et du coup, en fait, là, c'est parce que si je chauffais sans ça, ma transformation chimique se fait, mais mes produits et une partie de mes réactifs se transformaient en gaz et du coup, ils partiraient dans la nature. Et du coup, on perdrait vachement de matière qui ne nous servirait plus à rien. Là, ce réfrigérant à eau qui est au-dessus, il nous sert à recondenser les vapeurs, puisqu'au contact de la paroi froide, elles vont redevenir liquides et hop, comme ça, elles restent dans le ballon. Et comme ça, en fait, on perd ni réactif, ni produit, et on ne perd pas de matière, en fait. Voilà. Ça s'appelle un montage à reflux. Vous devez connaître le principe de manière générale et que ça sert à accélérer la transformation chimique parce qu'on chauffe, sans perte de matière parce que les vapeurs se recondensent au fur et à mesure. Si on doit résumer, vous devez savoir on écrit une équation de réaction pour traduire la transformation chimique. Vous devez savoir aussi l'équilibrer cette transformation chimique, c'est-à-dire vous assurer que le nombre d'atomes se conserve. Et donc c'est ce qu'on appelle ajuster les coefficients stoichiométriques. On le fera en manque d'exemplaires. Vous devez savoir que les réactifs disparaissent, les produits apparaissent. L'eau et le sucre, c'était les réactifs, le caramel, c'était un produit. Vous devez aussi savoir qu'il y a des fois des espèces spectatrices qui participent pas à la transformation chimique. Que le réactif limitant est celui qui est entièrement consommé en premier, donc c'est celui qui va disparaître en premier. Si on est dans les proportions stoichiométriques, les 2 réactifs disparaissent en même temps, on a pile les bonnes quantités. Vous devez aussi savoir qu'une réaction exothermique libère de la chaleur, alors qu'une endothermique, elle va absorber de la chaleur. Et en dernier, qu'une synthèse permet de produire des molécules grâce à une transformation chimique. Voilà et j'ai fini.